Bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde. Non, pas bonsoir, haha, pas bonsoir vu qu'il est 13h40. Donc pas du tout bonsoir, top la forme là, hein, top la forme de ouf. Merci tout le monde, merci les gens. Tiens, je vais remonter un petit peu dans les subs, hein, pour dire bonjour, pour dire merci, pour dire bonjour, merci. Vous avez vu, grande forme, mais j'ai bouffé ce midi, putain, c'était pas bon. Alors, aucun sens ce que je dis, faut que je boive des cafés. Donc on remonte un petit peu pour voir c'était quand, c'était qui, c'était quoi, il y avait qui. Il y a 13h, non on va pas remonter autant, il y a 5h, bon il y a Spirito Face qui a sub il y a 5h avec son prime, c'est gentil, merci Basile42, il y a 3h, merci Boosty aussi, il y a 3h aussi. Et puis plus récemment, voilà, Zebra Sopi, il y a 8 minutes, donc elle est sans doute encore là, qui dit Yop, merci. Et Yop, j'imagine que c'est pour dire Yop. An Oasis in Desert, il y a 4 minutes. Judanouné, Lyon 2 représente. Ah bah très bien, il y a 3 minutes. Nirko 1968, merci pour le taf, autant OLG que stream. Bah écoute, tant mieux. Le train de la hype qui a démarré il y a 3 minutes, bah, il doit être mort là. Salut Usul, je suis pro imitation d'Emmanuel Todd avant son cancel. Pourquoi il se ferait cancel? Il a fait quoi encore? Merci Chatowski, je vais lire le chat, après vous me racontez ce qu'il a fait Emmanuel Todd, hein, parce qu'on peut pas commencer l'émission s'il y a un point Emmanuel Todd à régler avant tout. Merci Unleashed 2174, paix et prospérité, merci Joy Craig qui a envoyé 100 bits, merci Eru Nob Nil, voilà, c'était 7 minutes-ci. Donc, c'est quoi cette histoire d'Emmanuel Todd? Qui a cancel Emmanuel Todd? Merci Alex 73630, c'est le marathon Usul. Non, c'est pas le marathon Usul, ça... Voilà. Merci Padraig 1. Franchement, imaginez le petit sourire en coin des infirmières en train de soigner Macron, la flamme de la vengeance en train de s'allumer dans leurs yeux. Oui, c'est la grosse nouvelle du jour, évidemment. Pas si importante que ça. C'est Macron a le Covid, mais malheureusement il est pas assez vieux pour que ce soit sérieux, quoi. Salut Usul, je respecte tellement de faire ce que tu fais malgré ce que tu te prends constamment sur la gueule. Ça va. Macron contamination, exactement. Cancel par les germanophiles. Mais il a dit quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi, Emmanuel Todd? Faut cancel ceux qu'on cancel Emmanuel Todd. Je suis content d'enfin croiser ton live. Bah oui, je suis là. C'est vrai que je suis là rarement à cette heure-là. En général, c'est vers 20h que j'arrive. Je pense que le message disait, avant qu'il soit cancel, genre... Bon bah, il est pas cancel, alors personne n'a d'infos. J'ai eu Taha au téléphone, il m'a dit que c'est lui qui a infecté Macron au Covid. Pour l'instant, il a rien fait, mais il a dit dans une interview qu'il faisait des recherches sur le féminisme et je crains le pire. Ah! Oui. Ah bah c'est juste ça, oui. Bah j'avoue qu'il y a de quoi être inquiet. Je comprends tout à fait. Gérard Larcher président, exactement. Todd Sama. Merci le Benjamin. Qui fasse gaffe à Brigitte, oui. Le train de la hype, hein, toujours niveau 3. Il a fait ses propres recherches. Faites vos propres recherches sur le féminisme. Merci Tesserac qui nous fait passer au niveau 4 du train de je sais pas quoi. Macron, Covided, chez Bardella 2022. C'est une blague ou tu veux dégager tout de suite, toi? Un Todd vous manque et tout est dépeuplé, mais non, juste une bonne toux pour qu'ils disent moins de bêtises. Salaud. Bonsoir Edouard, bonsoir Pilou, je rentre du taf, je sais pas. Bonsoir Porteur Malsain. Alors le programme ce soir, j'ai pas compris l'archer président, parce que théoriquement, si le président nous claque entre les doigts, c'est le président du Sénat qui devient président, qui assure l'intérim. Il me semble, hein? Il me semble. Un petit Bourdin Malin bientôt. Je sais pas, j'ai pas regardé Bourdin Malin. J'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Je regarde tout de suite BFM TV. C'est vrai que je pense pas à ça en premier, mais je vais regarder BFM. Alors. Oh! Ah bah oui, il y a de quoi faire. Il y a Fabien Roussel. Il y a Fabien Roussel ce matin. Fabien Roussel face à Jean-Jacques Bourdin, donc le secrétaire général du Parti communiste. Ouais, bah écoute, on va se mettre ça de côté, on sait jamais, voilà. Mais on l'a pas déjà fait, Fabien Roussel, je suis en train de me demander. On l'a pas déjà fait? Encore Roussel, bah oui, c'est ça, je me demande si on l'a pas déjà fait. Combien le porte-avions? Et le gouvernement est parti à l'isolement, bon, ça c'est bien.
J'espère que Golnadel écoute pas ton stream, sinon... J'ai dit quoi? J'ai dit malheureusement il est pas assez vieux pour que ça va encore finir sur l'infâme youtubeur de Mediapart, Koussoul, qui souhaite la mort des êtres humains. Merci Gorgon. Et j'ai peut-être raté quelqu'un en cours de route. Jospin 2022, non c'est bon, ça on est bon. Gérard Larcher doit être aux anges. Hein, Gérard Larcher qui va jouer du violon. Bon, ça c'est pas ouf ça. Youssoul 2000, à l'âge de Macron on meurt pas du Covid a priori. A priori, mais j'espère qu'il va perdre un peu de souffle au moins, qu'il va avoir des petites difficultés respiratoires pour pas qu'il nous bassine avec des vœux de 20 minutes là en janvier. L'isolement du gouvernement, on n'appelle pas ça le conseil de défense. C'est ça la réalité de Marseille. Merci DS Alexandre. Pas incroyable le Bourdin. Ouais, si on l'a déjà fait, Fabien Roussel, on va pas le refaire du coup. Jadot mardi. Il n'y a pas eu d'ouvrez les guillemets. Si, mais il est uniquement sur Mediapart parce qu'en fait il est uniquement sur Vimeo. Merci Rindaman. Après, il y en a, ils m'ont dit je m'étais pas foulé. On a fait 12 mois de l'année, 12 vidéos, une vidéo par mois de l'année pour revenir sur tout 2022, faire le bilan de 2022 en 20 minutes. Il y en a, ils nous ont dit dans les commentaires, il y en a au moins 3 qui disent sur Mediapart, eh ben dis donc, les deux branleurs, ils se sont pas foulés. Mais alors qu'ils se rendent pas compte que moi j'en ai chié à monter le truc 20 minutes quoi. J'avais 1h30 de rush de nous, enfin bon bref. Niquez-vous les abonnés de Mediapart. Il y a eu Attal. Oh mais Attal ça va être chiantose. Il a fait le bilan de la présidentielle 2022. Mon papa qui connaît pas du tout ton travail a beaucoup aimé ton récap de l'année, t'inquiète. Ah bon bah voilà alors c'est bon. Pourquoi il est seulement sur Vimeo? Parce qu'il s'est fait multi-strike sur YouTube, je me sers trop des vidéos, d'autres vidéos. Encore un coup des lecteurs de Mediapart. Oui c'est ça. Merci Malkioda. Big up depuis Repaz en Valais. En Valais, c'est en Suisse, ça, c'est ça. Jospin dictateur éclairé. Tu rejoues à Crusader King? Non, pas pour l'instant, j'attends une extension avant de refaire éventuellement des streams. Mélenchon et Safe, oui, j'ai vu que Mélenchon venait de poster son test Covid négatif. Alors tu te fais strike par Norman? Oui, parce que j'ai mis une vidéo de Norman, et bah voilà, tant pis. Tant pis, c'est ça qui a tout fait sauter, je trouvais que c'était une bonne blague, mais tant pis. C'est quand que tu fais un paléo politique sur Jospin? Très bonne idée, très bonne idée. Norman n'a pas aimé que tu dises qu'il a viré Réac. Oui, il a pas aimé non plus, oui, je crois. Alors que c'est Norman qu'il faudrait strike. Bon alors, les articles du jour, c'est quoi les articles du jour? La 5G, tout ça, oui, d'accord. Les articles que je vous ai mis de côté aujourd'hui. On va écouter ouin 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 ouin, parole de policier, les gens ne savent pas ce que c'est que de se faire cracher dessus et caillasser. Donc moi je veux pas avoir que écouter les paroles sur les violences policières, on va écouter aussi peut-être un peu les paroles de policiers. Salut Usul, GG pour ton taf, bon courage pour la suite, bisous, merci Lancias, merci Moonchild, Child, qui a lâché son prime. Bonjour, comment tu fais d'avoir un YouTube Rewind alors que... Quoi? Alors que même YouTube a décrété d'arrêter d'en faire. Je sais pas, mais j'ai pas fait un YouTube Rewind, hein. J'ai pris des vidéos, pas seulement YouTube. ACAB cependant. Alors, ACAB nonobstant, parole de policiers, la controverse sur la loi sécurité globale et la révélation d'images de violence ont remis les policiers au cœur du débat. Quel regard portent-ils sur leur métier? Le Monde a recueilli leur témoignage par Cécile Bouanchot. Alors je sais pas trop ce que c'est comme article, hein, je l'ai vraiment pris en mode c'est vrai qu'ici on n'écoute pas assez, on n'accorde pas assez d'importance à la parole des policiers. Donc on va l'écouter, la parole des policiers, on va la lire, lecture 7 minutes. Et puis voilà, on va prendre en compte, c'est ça la réalité dans les comicos. Elle est là la réalité dans les comicos. Un peu de copsplaining. Merci Don Père, fait-on ensemble le Covid de Macron et les dîners à moins de 6. Ça promet d'être très agréable à entendre. Non, ça va être chaud. Ça va être chaud hein, cet article, ça va être chaud, mais ça va nous montrer un petit peu quels éléments de langage il déploie. Et puis peut-être qu'ils sont pas tous d'extrême droite. On va voir. On va voir. Bref, c'est une urgence. Les députés s'alarment des conséquences du Covid sur les jeunes. Ce serait peut-être temps. Un article de Faiza Zerwala et Redija Zerwali, qui ne sont pas de la même famille. Merci Capofti. Pas de grève pour le train de la hype. Merci Uno Flottiste.
Et voilà, donc les jeunes, les députés s'alarment sur les conséquences du Covid sur les jeunes. Fracture numérique, décrochage scolaire, précarité étudiante et médecine scolaire aux abois. Le rapport de la commission d'enquête sur l'impact de l'épidémie sur les enfants et la jeunesse vient d'être voté. L'une de ces propositions est l'accès au RSA dès 18 ans. Alors est-ce que ça va bouger? Je sais que je suis écouté par des jeunes très jeunes, même pas, hein, vous êtes même pas si jeunes dans le chat. Mais bon, du coup, on va voir si des trucs vont peut-être bouger éventuellement grâce à des députés LREM, va savoir. 20 ans de loi SRU, la mixité sociale en faillite, par Elena Berkaoui du Bondi Blog pour Mediapart, enfin publié sur Mediapart ce 17 décembre 2020. Cette semaine marque le 20e anniversaire de la loi SRU qui impose 20% de logements sociaux aux communes. S'il faut saluer la survie de cette mesure, il s'avère impossible d'ignorer ses limites flagrantes en pleine crise sanitaire et sociale. Alors qu'un volet logement social était initialement prévu dans le projet de loi séparatisme, il a sauté. Voilà, comme ça c'est fait. Merci Xélante, je rejoins le train de la droite. On est à 143% de train de la hype. C'est fou, hein, c'est fou, alors que vous êtes que 1000, donc c'est bien. Enfin, vous êtes 1000, c'est énorme, je veux dire. Le mec, il est déjà exigeant. Si vous êtes pas 3000, moi, je stream pas. Hein. Donc voilà, revenir un petit peu de social sur le logement. Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que c'est possible de faire la mixité? Quelle mairie en veut? Quelle mairie en veut pas? Quel est le bilan de cette loi SRU? Des 20% de logements sociaux? Parole de flic, ça on l'a dit. Et enfin, je parlais hier de Marseille. On a fait une petite spéciale Marseille avec plusieurs articles sur Marseille. Et ben, j'avais même pas vu qu'il y avait un article sur Marseille en bataille par Christophe Gobi dans Le Monde Diplo de ce mois-ci, il me semble. Qui revient, alors il n'y a pas de chapeau là, il n'y a pas de chapeau. Ouais c'est ça, en kiosque ce mois-ci, 2020. Bah je l'ai pas lu, donc du coup on va pouvoir le lire ensemble. Je sais même pas de quoi il parle. Mais apparemment il revient sur, voilà, on appelait les habitants les Apaches en 1904, ça voulait dire la racaille. Le documentaire du journaliste Philippe Pujol commence par l'homélie du père Vincent. Ah il y a un documentaire de Philippe Pujol sur Marseille, mais c'est le mois Marseille. C'est le mois Marseille, bon bah ça va être bien. On va pouvoir creuser un petit peu sur Marseille qu'on a juste vu en surface hier par rapport à ce qui s'y passe aujourd'hui avec le nouveau maire. Merci John 816 aussi pour le sub de niveau 1. Voilà. Voilà en gros, c'est Marseille, voilà. En bande organisée. Hier, on a parlé de justement de bande organisée à Marseille. On a parlé, de trafic, de narcotrafic. On a parlé de violence policière, d'une affaire à Marseille, l'affaire de merde, comment s'appelait cette fille? Je sais pas, une fille de 18 ans qui s'était fait éclater le crâne. Je me rappelle plus de son nom. Et j'en suis désolé. De l'avocat Keita, là, Jean-Pierre Keita, là, Jean-Marc Keita, Jean-Louis Keita. Je sais plus. On a parlé de lui là dans Le Monde. Marie, elle s'appelait? Hâte de saigner par tous les orifices en écoutant les flics chouiner. Bah de toute façon vous allez voter. Si vous voulez pas entendre les flics chouiner, vous votez pas pour l'article. Il y en a 4. Ça se trouve je vais en faire que 3. Maria, pas Marie, d'accord. Tu es au courant qu'il existe Nurchi d'Usul pour faire des mèmes de gauche avec ton travail? J'imagine l'avocat, le maître Spinozzi. C'est Jean-Michel Kefta. Non pas Kefta, Keita. Kefta c'est la viande. Et l'avocat Spinozzi. Et on a parlé de quoi d'autre sur Marseille? Ah bah du maire, voilà, du nouveau maire, Benoît Payan, voilà. Un Bourdin direct de Roussel, bah on m'a dit qu'on avait déjà fait Bourdin direct sur Roussel. On l'avait déjà fait. Donc on va pas le refaire. Bon, ça va être l'heure du vote, Moi, combien de temps je me donne, là Non, ça, ouais. Il est 14h. Ouais, faut que je vais passer 2 petites heures avec vous, je vais vous laisser vers 16h, un truc comme ça, on va voir. Allez, le sondage, par quoi on commence? Donc évidemment, l'ordre va déterminer, y compris peut-être l'article qui va passer à la trappe. Donc, parole de flic, Marseille, le retour, logements sociaux, ou jeunesse RSA Covid. Voilà. À vous de voter, à vous de désigner l'article faible.
Bon, alors les résultats vont tomber. Marseille, c'est vraiment l'angle mort du public du Sud. Putain, vous voulez les paroles de flics? Vous voulez les flics qui chouinent? Sérieusement? On va faire les flics qui chouinent. Et Marseille, vous vous en battez les couilles. Donc 10% seulement pour Marseille. Donc dans l'ordre, c'est paroles de flics, jeunesse, logement et en dernier, Marseille. Eh ben, vous êtes pas très Marseille, hein, ici, hein, putain. J'aurais dû faire mon petit speech avant sur pourquoi on s'intéresse jamais à Marseille, alors que c'est la deuxième ville de France en termes de population, et qu'elle a une place hyper reléguée, et que c'est à cause de trucs comme ça qu'on va finir par se retrouver... Enfin bon, bref. Et qui sont là, professeur Raoult. Faut le professeur Raoult pour qu'on parle de Marseille dans ce truc. Ici, c'est Paris. Bon, très bien. Alors, parole de flic, jeunesse, logement, Marseille. Très bien. J'ai voté Marseille, nos regrets. Quelle indignité. Merci pour ta solidarité marseillaise. Moi, je suis à Lyon, c'est une ville de bourgeois, mais voilà, Marseille, c'est une ville populaire. Hein, merde. Merci Shindamon aussi pour ton 4e mois d'abonnement. Tu vois, voilà, on parle toujours de Marseille, on parle toujours de Lyon, on parle toujours de Bordeaux. Nous, on est à Lyon, mais on parle que des villes bourgeoises, et Marseille, ville méprisée, tu vois, dans ce pays. Et encore une fois, le chat le confirme. Ville méprisée, ville sous-cotée. J'ai pas besoin de savoir ce qui se passe à Marseille, je regarde Plus belle la vie et j'écoute Jul, ouais. On parle jamais de Genève ici. Bah non, mais parce que c'est pas la France, c'est pas la laïcité, ça. C'est pas la République. Oui, c'est du mépris de ville. Non, mais c'est du mépris de classe, surtout. Et du racisme aussi. C'est tout à la fois. Moi, quand j'étais petit, c'était Lyon, la 2e ville de France en termes de population. On s'est fait dépasser par Marseille. Voilà, la putain de 2e ville de France, on n'en parle jamais. Mais bon. On parle pas non plus d'Orléans, oui, mais ça c'est normal. Parce on s'en bat vraiment les couilles d'Orléans, quoi. Mais oui, c'est le truc, c'est... J'en peux plus des Méditerranéens et pourtant je suis insoumis. Mais c'est ça, c'est notre ville méditerranéenne. C'est notre ville méditerranéenne. Dans les médias, Marseille égale foot. Ouais, c'est ça, Marseille égale foot. On s'embalèque tellement d'Orléans, mais... C'est quoi le nom de l'article du diplôme? Marseille en bataille. Après, moi, je peux faire ce que je veux et dire, bah, je m'en fous, je lis Marseille quand même. Ou alors, bah, si je veux lire Marseille, j'ai pas le choix, hein, c'est les règles, c'est pas moi qui fais les règles. Enfin, si, c'est moi qui fais les règles. Mais il faut que je lise tout le reste. Voilà, va falloir que je lise tout le reste, en commençant par les paroles de policiers. Eh ben, on est bien parti, tiens. Les gens sont jaloux de pas être marseillais, ça doit être ça, ouais. Vas-y, fais ce que tu veux, chef des flics. Bah non, je respecte, hein, j'ai fait les règles, je respecte les règles, voilà. Bon, alors on va écouter des flics qui chougnent, ça vous dit? Et en plus, le pire, c'est qu'ils ont... Ah, le chat qui m'attaque la main. Le pire, c'est que, je veux dire, ils ont des raisons de chougner. En vrai, ils font un métier difficile, ça a beau être la moitié, c'est des gros fachos, il y en a qui prennent plaisir à faire les cow-boys sistra de ouf. Bon, je pense que c'est quand même un métier difficile et pas facile à faire, quoi. Donc ils ont peut-être des raisons de chialer. On va regarder comment on reçoit ça. Quand il est rentré dans la police en 1981, Éric Verzel avait encore cet idéal de gosse à la Zorro, celui de faire un métier où il serait au service des autres. Eh ben on voit, il a vite oublié Attends, qui a fait cet article? J'ai pas noté le nom de... Si, je l'ai dit. Cécile Bouanchot. Publié le 15 décembre, donc c'était avant-hier. Mis à jour hier à 11h33. Police et justice. Alors, celui de faire un métier où il était au service des autres. Je voulais défendre les plus faibles, confie ce fils d'un père mineur et d'une mère femme de ménage, donc un vrai prolo, qui a commencé comme commis de police avant de finir commandant au sein d'une unité de CRS. Pendant les 36 années de sa carrière, ce flic dans l'âme a essayé de défendre ses valeurs. Là où ça peut être intéressant, et là où c'est plus intéressant que le ouin-ouin habituel des policiers, c'est que le ouin-ouin habituel des policiers, c'est celui des syndicalistes sur les plateaux. Et c'est les syndicalistes, Alliance, Unité GB Police, etc. Donc ils ont un discours syndical, en fait, de revendication et de ouin-ouin inconditionnel. C'est-à-dire ils vont pas donner leurs états d'âme, ils vont pas donner leurs scrupules, ils vont pas parler, ils vont jamais se mettre en faute et dire j'y arrive plus, machin, tout ça. Ils vont toujours dire c'est la faute de machin, nous on veut plus de pognon, on veut plus de moyens, on veut plus de trucs, parce que c'est très dur aujourd'hui avec les Noirs et les Arabes, là, on se fait caillasser. Voilà. Bon, là, on va peut-être avoir une parole un peu plus humaine, parce que c'est un article de presse, qui est pas nécessairement aller voir des syndicalistes, mais peut-être plutôt des vrais flics. Oui, des vrais flics, j'ai envie de dire.
Lui, c'est pas ouin, vous allez voir la suite. Non mais très bien, bah, c'est pour ça, je me dis, pour l'instant ça commence bien quoi. Pendant les 36 années de sa carrière, ce flic dans l'âme a essayé de défendre ses valeurs. En 2017, il a craqué. Culture du chiffre, corporatisme malsain, syndicats déconnectés, ah bah on en parlait à l'instant, formation au rabais, manque de moyens, on finit par avoir raison de sa vocation. Eric a renoncé au métier de sa vie. Nous, les CRS, on était bons qu'à casser des tentes de migrants. Quand je le dénonçais, on se moquait de moi. Bah, je suis parti. Lance l'homme de 57 ans, aujourd'hui délégué du procureur à Bobigny, où il essaye de l'extérieur, cette fois, d'apaiser des tensions très vives avec la police. Oui, ça c'est intéressant, voilà. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même des policiers, c'est un truc qui revient souvent, on est moqué. Si on commence à dire... voilà, franchement, c'est pas ouf, là. C'est ça notre boulot, casser les tentes de migrants. Les autres sont là, ah, pleureuse, t'es quoi, droit de l'homiste, je sais pas quoi, chouineuse. En fait, même si t'as que 50% de gros faf, faut voir l'influence qu'ils ont à l'intérieur et à faire partir les mecs qui voudraient faire leur métier autrement, quoi. Il a pas dit racisme comme raison de démissionner. Non, mais ils vont pas être safe, hein. Ils vont pas dire des trucs safe. Même ceux qui vont relater une vraie souffrance et relayer des vraies critiques, ils vont pas dire des trucs safe. C'est des flics. Ça reste des flics. C'est des gens qui ont pas la même vision du métier que vous pourriez avoir si vous êtes complètement à cab. Donc évidemment, ça va pas vous satisfaire non plus, mais c'est intéressant quand même. Je suis désolé. Sa liberté de parole est rare. Non, mais toi, bon, soit t'es sur mes genoux, soit tu fais chier à me mettre ton anus dans le nez. Mais non, tu te frottes à la boxe, ça va me débrancher la boxe, cette con. Non, reste avec moi, mais ici, voilà. Sa liberté de parole est rare. Les policiers sont soumis au devoir de réserve qui leur impose d'observer de la retenue dans leurs propos, qu'ils soient ou non en service, par loyauté à l'égard des institutions de la République. Mémé taquine, eh oui. Après la crise politique provoquée par la concomitance de la controverse sur la loi sécurité globale et la diffusion des images de policiers tabassant Michel Zecler, un producteur de musique noire, le 21 novembre, ainsi que celle de l'évacuation violente d'un camp de migrants à Paris le 23 novembre, Le Monde a lancé un appel à témoignages qui a recueilli des dizaines de réponses. À l'instar de nombreux collègues, Sylvie, les prénoms ont été modifiés, Sylvie revient d'abord sur les images du passage à tabac de Michel Zecler. « C'est pas possible, ils sont cons !» s'est dit cette fille de policier qui exerce depuis 30 ans. « On sait qu'on est tout le temps filmé !» précise cette chargée de formation qui assure n'avoir jamais vu ça durant sa carrière. Elle a travaillé 10 ans sur la voie publique. En formation, je dis souvent à mes policiers, on n'est pas au Far West, on n'est pas des shérifs, on n'a pas à rendre la justice, c'est pas votre boulot. Selon Arthur, motard d'une trentaine d'années, des interventions violentes, il y en a tous les jours. Tous condamnent cette violence évoquant l'affaire Zecler, mais aussi l'évacuation brutale du camp de migrants à Paris. Certaines images ne méritent aucune justification. Tranche Thomas qui n'ose plus dire sa profession aux personnes qu'il rencontre. Attention à l'accent méprisant. Attends, je fais les accents que je veux, ok ? Ok ? Alors, si je suis méprisant avec des flics, ça va aller, ils vont s'en remettre. Hein. Alors, je me désolidarise de ce qui a été commis. Toutefois, plusieurs facteurs l'expliquent sans le justifier. Voilà, vous voyez, je fais l'accent que je veux. Justifie l'amine âgée d'une vingtaine d'années qui appelle à affronter de face ses affaires. Je suis profondément écœuré et attristé par cette série quasi ininterrompue de scandales qui salissent notre métier, commente Julien, jeune policier qui aimerait voir émerger un vaste mouvement pour réaffirmer nos valeurs. C'est marrant, non mais c'est marrant cet article, parce que c'est vrai que ces trucs-là, on les entend pas tous les jours, et on les entend pas sur les plateaux, parce ils ont le devoir de réserve, et sur les plateaux, on ne voit que des syndicalistes. Donc ceux qui s'expriment tiennent à une mise au point. Les violences policières et les propos racistes sont minoritaires, affirme Arthur, qui a intégré la police au milieu des années 2000. Mais le problème, c'est que c'est pas c'est minoritaire ou majoritaire, quand on dit que c'est structurel, ça veut pas dire que c'est tout le temps, ça veut dire que c'est couvert, ça veut dire que c'est minimisé, ça veut dire que les enquêtes aboutissent à des non-lieux. Voilà, c'est ça qu'on veut dire quand on dit c'est structurel. Minoritaire ou pas minoritaire, heureusement que c'est minoritaire. Mais heureusement. À cette époque, lui-même craignait de tomber sur des nazillons. Ce fils de 68 arts, biberonné à Led Zeppelin et au Monty Python, a bien entendu des remarques tendancieuses durant sa carrière. A bien entendu des remarques tendancieuses durant sa carrière, mais pas davantage que dans mes emplois précédents. Ouais, te fous pas non plus de la gueule du monde. Ça va après, c'est sûr, tes emplois précédents, ça dépend ce que c'était.
Oui, il y a des syndicats, il y a Vigie, je crois, ça s'appelle encore Vigie, avant c'était CGT Police, je crois, je sais plus. Salaud. Merci, Aizonas. Il était maton, ouais, c'est ça, avant il était maton. Fort d'un bagage universitaire acquis lors de... Ah non, c'est pas ça. Le racisme est un problème global qui n'est pas propre à la police, commente Arthur, affirmant que l'institution policière regroupe des profils bien plus variés que d'autres professions. Quand je patrouillais en Île-de-France, j'étais souvent le seul blanc de l'équipe, insiste le policier qui a travaillé 10 ans à Paris avant de quitter la capitale. Bon bah c'est bon alors. Fort d'un bagage universitaire acquis lors de congés formation, Eric tente d'analyser la question du racisme au sein de la profession. Les personnes qui entrent dans la police ne sont pas racistes, mais certains le deviennent à l'épreuve des missions qu'on leur donne, et du manque de moyens pour les réaliser. Considère l'ancien commandant, appelant à une formation en sciences sociales, pour que les élèves gardiens de la paix comprennent la réalité des gens qu'ils contrôlent. Et ça c'est intéressant pour le coup. Ça c'est une piste, déjà. De toute façon, tout le monde met en avant le manque de formation des policiers et tout. Ils sont au cœur je veux dire, ils sont en première ligne pour gérer pour gérer tout ce qui va pas dans notre société, de tout ce qui merde dans le système social, les gens les excluent, les machins. Ils sont en première ligne et ils ont pas de formation pour comprendre comment on en est là. Alors les mecs développent leur propre système d'explication, quoi. C'est les noirs, c'est les arabes, c'est les feignants, ils respectent rien, machin. C'est voilà. Ouais, c'est ça. Je suis pas raciste, je constate juste. Alliance a un argument, hein. C'est on choisit pas notre délinquance, hein. La délinquance, elle est là. Si on fait des contrôles aux faciès, c'est parce qu'on contrôle les gens qui ressemblent à des délinquants. Et je suis désolé, la délinquance, ça ressemble à ça. C'est pas nous qu'on l'a choisi. On n'est pas raciste. Voilà. Ça, c'est leur gros argument. C'est contagieux aussi. Alors ça, c'était dans le témoignage de France Culture, j'avais utilisé un extrait pareil, d'un ancien flic qui avait notamment bossé au commissariat qui s'occupe de la gare du Nord et qui disait à quel point ouais c'était contagieux, c'est-à-dire tu commences à travailler avec ces catégories-là parce que tu appelles les gens comme ça. Quand tu fais ton rapport, c'était il y avait 3 noirs, machin, c'est des catégories avec lesquelles tu travailles. Hein, c'est les premiers, tu mets Linda Kebab sur un plateau télé, c'est la première à dire écoutez les statistiques ethniques sont interdites en France. Le fait est que, donc du coup je ne vois pas les couleurs, désolé, mais du coup en vrai, dans la pratique concrète, ils travaillent avec ces catégories-là, ils les utilisent. Ils disent on a arrêté des Roms, on a arrêté machin, voilà. Et une fois que tu commences à travailler avec ces catégories-là, tu commences à voir le monde avec ces catégories-là. Et le mec qui arrive là-dedans, au bout d'un moment, finit par ne serait-ce que pour des questions pratiques de travail, en fait. Merci pour ton contenu fort éclairant. Merci, Shurk. Ne serait-ce que pour des logiques de travail, parce que c'est un temps fou de dire j'ai arrêté 3 noirs, plutôt que de dire j'ai arrêté 3 personnes de type issus de la diversité, de machin, tout ça. Parce qu'il faut les décrire, des Nord-Africains, les Noraf, ouais, dans les termes officiels, ça devient Noraf. Etc. Donc ils travaillent avec ces catégories-là parce qu'ils travaillent et puis ensuite les comportements à l'intérieur sont pas punis quoi. De toute façon, il n'y a pas de purge qui est faite quand il y a des comportements racistes, quand il y a des mecs qui commencent à mettre des écussons hyper tendancieux avec Punisher bleu blanc rouge, je sais pas quoi, il y a rien qui est fait. Donc non, il y a un problème structurel avec l'idéologie d'extrême droite dans la police. La police se vit... Merci, salut les individus. Beaucoup de policiers se vivent comme des anticorps dans un corps qui fait des métastases. Et eux, ils sont au contact des métastases et ils doivent taper dessus, si tu veux, pour un corps sain. Ils ont une vision quasiment biologique du truc. Mais c'est normal, on leur a pas expliqué comment ça fonctionnait. On leur dit juste, allez là-bas, tapez. C'est pour ça que c'est intéressant ce qu'il disait celui d'avant sur le... Il faudrait une formation en sciences sociales. Pardon. Enfin, il y a beaucoup de monde, de toute façon, à qui il faudrait une formation en sciences sociales. Hein. Ça. J'ai embrassé un flic. En même temps, ils ont du mal à recruter, donc si en plus ils doivent purger, oui, c'est ça, ouais. À ce moment-là, si t'as du mal à recruter, tu montes les salaires. Mais bon. Là, ils se font des heures sup, pas payées, machin, puis ensuite ils font des procès. Il y a tout ce truc là, on en a parlé hier, l'article de Jeff Clark sur ces policiers là qui font un procès à un mec qui avait alors dont il est même pas avéré qu'il ait lancé le pétard d'ailleurs, hein. Juste il y a un pétard qui leur était tombé dessus, ils ont chopé un mec et le mec est condamné à payer 80 000 euros, risque d'être condamné à payer 80 000 euros à des flics. Le truc merci Louis quoi, Louis Siquet, Louis
Louis... Merde. Louis Cité, ouais. Le truc de... En effet, ils sont pas payés de ouf, mais ils arrondissent leur fin de mois avec des... Voilà, le truc de, en fait, violence policière, outrage à agent et demande de dommages et intérêts. Et puis derrière, c'est sur les victimes de violences policières, parfois, qui se payent. Enfin, t'en arrives à des trucs... Ça, tu purges, ça, je suis désolé. L'État s'en sert comme d'une brigade coloniale, c'est moche. Oui, c'est moche. Après flic, après la formation en sciences sociales, va taper là-bas, ces individus au capital culturel déficient nous embêtent. Non, non, j'espère que ce sera pas ça. Bref, en interne, beaucoup de policiers fustigent une formation initiale jugée trop courte. Désormais 8 mois au lieu de 12 auparavant. On se retrouve avec des gamins qui sont chefs à bord d'une voiture après 1 an d'expérience. Constate Sylvie selon qui les profils ne sont plus adaptés faute de candidature. Ah, bah oui. Oui. Bastien, lui, pense que on n'est jamais préparé à la réalité du métier. Quand on intervient sur notre premier pendu, quand on voit un collègue se prendre un cocktail Molotov en manifestation, quand on traite une affaire de violence sur enfant, il n'y a pas de formation pour ça. Ça, tu m'étonnes. C'est ce que je disais, il voit le pire de la société, donc il développe une vision pour expliquer ce pire. Tous racontent les côtés rudes de leur métier comme autant d'explications aux dysfonctionnements qu'ils dénoncent. C'est le propre de notre travail, on n'intervient jamais quand tout va bien, remarque Sylvie. On arrive en voulant se rendre utile, mais parfois on a juste l'impression qu'on ramasse la merde à la petite cuillère. Confie la mère de famille de 50 ans. Merci, Falidus. Mais après, ça c'est pareil pour les assistants sociaux, les assistantes sociales, il y a d'autres métiers, je veux dire, qui sont au contact de tout ce qui déconne de la société, je pense aux profs aussi. C'est pas le seul métier, ou même aux urgentistes, des gens dans les hôpitaux aussi, qui pareil se mangent tout ce dont la société à un moment ne veut plus et a abîmé, et a durablement abîmé. Et tu te retrouves à gérer les dommages collatéraux d'une société injuste, pleine de... Voilà, qui exclut, etc. Donc... c'est pas le seul métier comme ça, hein. C'est pas le seul métier où il y a des dépressions à gogo. Je pense que les profs, il y a pas mal de dépressifs aussi. D'autant que cette profession s'exerce souvent dans une forme de huis clos, en horaire décalé et à rallonge. Oui, ça, il y a beaucoup de policiers qui racontent à quel point ce métier nous isole. Enfin, les isole, pas nous, moi je suis pas flic. Les isole parce que après, du coup, quand tu bosses le week-end, tu commences à voir moins tes amis, et en fait, ta famille, ça te finit par devenir les autres flics. C'est comme ça aussi que tu développes un esprit de corps, un esprit corporatiste malsain. Tu t'as tellement plus le temps de voir d'autres amis, de développer d'autres sociabilités. Si tu rajoutes à ça que même tes voisins, quand tu leur dis que t'es flic, ils te regardent un peu différemment parce qu'ils ont vu les flics. Enfin, tout le monde n'aime pas les flics, quoi. Voilà, on va pas dire tout le monde déteste la police, mais Usul infiltré dans l'ultra gauche. Nous les flics. je ferais un bon flic, hein. Vous avez vu ? Insoupçonnable. Et donc du coup voilà, leur famille ça devient les flics, et c'est aussi pour ça qu'après ils vont défendre les flics à tout prix. Enfin c'est tout ce qu'ils ont à la fin. C'est tout ce qu'ils ont. Tu t'ajoutes à ça si leur femme les a quittés, ou je sais pas quoi, s'ils voient moins leurs gamins. Alors il y en a un donc Sylvie raconte, hein, cette mère de famille de 50 ans, qui dit « J'ai fait 4 ans de nuit. On vit presque en autarcie avec les collègues, c'est difficile de prendre du recul », confirme Sylvie, dont la fierté de porter l'uniforme supplante les contraintes du métier. Voilà, tu commences à investir symboliquement l'uniforme, ça devient toi, tu deviens l'uniforme, tu deviens la police, quoi. Arthur a quant à lui cumulé 135 heures supplémentaires cette semaine, autant de temps en moins pour la vie de famille, évidemment. Et au quotidien, les policiers sont souvent confrontés à une méfiance grandissante de la part des citoyens avec lesquels ils sont en contact. On s'en prend plein la tronche toute la journée. On reste des êtres humains. On peut pas toujours mettre l'affect de côté. Témoigne Bastien, CRS d'une 30aine d'années, qui a constaté une montée de la violence en manifestation des deux côtés. Ah, lui, voilà, il dit des deux côtés. Les politiques, ils disent pas des deux côtés, hein. Les gens ne savent pas ce que c'est de se faire cracher dessus, caillasser, insulter toute la journée, abonde Sylvie. Mais je suis persuadé que c'est dur, hein. Qui rappelle au passage que la menace terroriste a particulièrement touché sa profession. Celle qui reste convaincue du bien fondé de ses missions évoque une cassure avec le public. J'ai l'impression que la population et nous, on est sur deux routes qui s'éloignent de plus en plus. Bah oui, il a raison. Elle a raison, Sylvie. Face à ce climat délétère, beaucoup voient la loi... vous avez vu, je crois que j'ai lu ça, je sais plus quand... Le préfet l'allemand, il y a même des remous dans la majorité LREM.
qui voudraient bien qu'il dégage. Et il y a des tensions, il y a des tensions à la mairie de Paris, etc. Bon, ce serait bien qu'il dégage aussi le préfet l'allemand. Face à ce climat délétère, beaucoup voient la loi sécurité globale comme un cadeau fait aux syndicats. Cette loi ne va rien changer. En manifestation, tout va trop vite, estime Bastien. Arthur aussi s'en fout un peu de cette loi, même s'il confie être lassé de voir sur les réseaux sociaux qu'on est des merdes, des fachos, des alcooliques. Beaucoup d'entre eux réclament plutôt des moyens humains et matériels. On réquisitionne de plus en plus d'équipes qui ne sont pas habituées au maintien de l'ordre, constate Bastien, qui lui, il est CRS, donc lui, il fait du maintien de l'ordre. Mais c'est sûr que quand il voit débarquer les baqueux, je sais que pour les CRS ou pour les gendarmes mobiles, quand ils voient débarquer les baqueux, ils sont là, oh, putain, ils vont nous foutre le bordel, c'est les cow-boys, quoi. Ils voient débarquer les cow-boys qui font n'importe quoi, les baqueux. Merci, donc la BAC, les brigades anti-criminalité, qui à la base, vous le noterez, sont des brigades anti-criminalité. Pas des brigades pour gérer des mouvements de foule. Donc merci Guyouhou. À l'année les 135 heures, oui. Tu passes du rouge au vert à cause de ta webcam. Oh bah écoutez, moi je suis daltonien donc je vois ni l'un ni l'autre, donc ça va aller. Beaucoup d'entre eux réclament plutôt des moyens humains et matériels, non ça on l'a dit. Et donc des équipes pas habituées au maintien de l'ordre, et il évoque notamment les tirs de LBD inappropriés. Ça c'est la BAC, ça c'est la BAC. Merci Young Shora, c'est la BAC, la Bravem aussi. Alors la Bravem, c'est des unités qui ont été constituées au pied levé, avec de gens qui viennent de divers endroits, divers commissariats, qui étaient à divers postes, ou je sais pas quoi, qui se retrouvent sur le terrain, alors que pareil, ils ont pas une formation spécifique. Ça pouvait être des gens qui étaient dans les commissariats à l'accueil, et qui faisaient très peu de terrain, et qu'on dit allez hop, la Bravem, et on te mélange tout ça. Et c'est des unités assez hétéroclites, avec en plus des motards là-dedans, enfin je sais plus exactement le bordel. Oui, bah il y a les voltigeurs là-dedans, mais il y a pas que ça dans la Brave et la Bravem. La Bravem, ça doit être oui, la Bravem c'est les voltigeurs, et il y a la Brave, c'est voilà, c'est ça. La Brave c'est ce que je disais, et la Bravem c'est les voltigeurs, parce que M ça doit être pour motoriser, j'imagine. Merci Koala en colère. Tu veux que je lise JLM 2022? Bon bah JLM 2022 à toi aussi, Koala en colère. Donc, au-delà du manque d'effectifs, tous dénoncent des conditions de travail indigentes. Dans le commissariat de région où travaille Arthur, le bâtiment qui date des années 60 n'a jamais été rénové. Les ordinateurs fonctionnent sous Windows Vista, un système d'exploitation de 2007. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans un commissariat. Merci Captain Escobar. Je sais pas si vous êtes allé dans un commissariat, mais c'est vrai que c'est relativement sordide, quoi. Ils travaillent dans des locaux relativement sordides. Avec je sais pas je veux dire, par terre c'est dégueulasse, enfin pas c'est dégueulasse, je veux dire c'est moche, quoi, c'est surmoche. Les meubles ils sont sommaires, même les meubles ils sont hostiles, tu vois, les meubles avec des coins carrés, les trucs en métal là, non vraiment, moi de ce que j'ai, alors après ça veut dire aussi que les cellules sont horribles, hein, je vous le dis aussi, bon, tout est dégradé, c'est ça, tout est vieux, tu sens bien que alors que regarde les palais des élus à côté, et regarde à qui on dit de nettoyer la merde des conséquences des politiques, qui eux travaillent dans des salons dorés, à qui on dit de nettoyer la merde derrière dans des commissariats de merde. Tout est très vétuste, tout est très froid, ouais c'est ça, tu les vois travailler sur des PC pourris. Une cagnotte a dû être lancée pour changer les néons, et les policiers font eux-mêmes le ménage. Bon alors ça à la limite pourquoi pas, hein. Que les policiers fassent eux-mêmes le ménage, pourquoi pas. Les gens qui arrivent au commissariat ne nous prennent pas au sérieux, souligne celui qui dénonce des conséquences désastreuses sur notre image. Oui, c'est pas faux. Non, mais ça, c'est vrai, ça. Mais après, on pourrait dire pareil pour les profs, hein, et les universités aussi. De toute façon, tout ce qui est secteur public, ça tombe en ruine. On pourrait pas dire pareil aussi des hôpitaux publics. Ça, c'est à l'image de l'investissement, de l'investissement que l'État ne fait pas, de toute façon. Ce manque de moyens retentit sur les interventions et peut mener à des dérapages. En raison de la fermeture de son centre de tir pour des questions de non-respect des normes, Arthur s'est retrouvé à tirer dans les champs pour s'exercer. Si une interpellation dégénère, on n'est pas suffisamment entraîné. Le sentiment de déréliction est fort face à ces situations. Il est accentué par une hiérarchie peu encline au dialogue et un musellement de la parole par les syndicats. Voilà, ça on avait commencé là-dessus. Et d'ailleurs, et aussi une place des syndicats dans le système de promotion
pareil, qui est pas... Enfin, je veux dire, il faut être syndiqué au bon syndicat pour avoir ta promotion aussi. Donc le système est très pyramidal, si on dénonce on est grillé, déplore Eric, selon qui les policiers se sentent sans cesse contrôlés par les citoyens et par leur hiérarchie. Un fonctionnement face auquel beaucoup se sentent impuissants. Et ils se sentent plus protégés par leur hiérarchie que par les citoyens, tu vois. C'est-à-dire en contrepartie de ça, leur hiérarchie va essayer de les protéger si eux merdent. Il y a ce système de solidarité, quoi. J'ai trouvé... Ouais, d'accord. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui refusent de parler, de peur d'être virés. On a tous un crédit, une maison, des enfants. Pour retrouver sa liberté de parole, Julien, lui, a pris la décision de reprendre ses études prochainement. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Julien. Pour d'autres, la fin est plus tragique. Cette année, Arthur confie avoir assisté à plus d'enterrements de collègues que de pots de départ. Putain, c'est chaud. On estime le taux de suicide dans la police est supérieur de 36% à celui de la population générale. De 36%, hein. C'est pas un taux de suicide de 36%. D'accord, ok. Très bien. Bon, c'était plus intéressant que... C'était moins que ce qu'on pensait, tant mieux. Mais en même temps, je m'attendais un peu à ça. J'espérais ça, j'avais peur que ce soit le contraire, mais j'espérais un peu que l'article soit comme ça. Plus intéressant que prévu, tant mieux. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est pas fou, plus 36% par rapport à Gen Pop, donc la population générale. C'est pas si fou, ouais, mais bon. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils réussissent plus souvent leur suicide. Si on regardait les tentatives de suicide, je pense que ils les réussissent plus souvent parce que les armes de service, quoi. Et puis les hommes réussissent souvent leur suicide parce qu'ils se font des suicides plus violents. Le taux de suicide est pas si élevé quand on compense avec le côté très masculin, ouais. Excellent argument. Ils sont plus forts en suicide. Non mais c'est vrai. Titre hyper trompeur. Oui, c'est vrai que le titre est super trompeur. C'est vrai. C'est vrai, le titre fait très juste ouin, alors que l'article est plus intéressant que ça. Donc je rappelle, hein, ils ont fait un appel à témoignage, après il y a de l'affaire Zecler, après l'affaire... Donc voilà, ils dénoncent un système dans lequel on peut pas parler, etc. Je pense que les policiers qui sont pas des criminels en uniforme souffrent du comportement de leurs collègues, oui. Puis après, ils vont être en effet assimilés à cela, mais en même temps, c'est parce que l'institution globalement est pourrie. Tu peux pas être un bon élément dans une institution pourrie. Ou alors tu vas souffrir, parce que tu vas être en tension permanente. Et c'est ce que disent ceux qui parlent aussi de politique du chiffre, etc. C'est aussi ceux-là qui vont se suicider, mine de rien. Parce qu'on est là, le suicide. Mais ceux qui se suicident, c'est pas forcément ceux qui se font traiter de sales flics et qui passent des manifs à entendre à cab. C'est pas pour ça que tu te suicides. Tu te suicides quand ta situation elle est invivable et que mais pas pour ça. Notamment les rapports avec la hiérarchie, avec ta famille, avec la violence, avec des traumatismes. Il disait, ton premier pendu, ça fait bizarre. C'est-à-dire, en effet, tu ouvres la porte, il y a un mec pendu, bon, faut virer un cadavre, quand c'est pas un plus vieux cadavre que ça. Enfin, tu vis des trucs atroces, relativement traumatisants, en vrai, quand t'es flic. T'as pensé quoi de l'article de Mediapart sur la prof de fac qui a dit religion égale MST? Je sais pas, parce que je l'ai pas lu. C'est qui cette prof de fac? Ils vivent dans les ténèbres. Bon, en tout cas, voilà, on aura eu une approche un peu plus fine, là, que ACAB. Une prof à Aix en droit. Oh, de toute façon, le droit... Une prof islamophobe, mais quelle surprise. Alors on avait dit quoi en deuxième? On avait dit logements sociaux ou jeunesse? Je crois qu'on avait dit jeunesse. Parce que figurez-vous que les députés... Moi j'adore cette hypocrisie. Les députés s'alarment des conséquences du Covid sur les jeunes, mais il serait peut-être temps de se réveiller en effet. C'est sympa. Quelqu'un a un lien de l'article? Le lien de l'article, je peux vous le mettre. Donc parole de policier. Les gens savent pas c'est quoi se faire cracher dessus. Voilà. Je vous le mets. C'est une urgence, les députés s'alarment des conséquences du Covid sur les jeunes, fractures numériques, décrochage scolaire. Merci, Ether Live. Et c'est vrai que Jean Castex avait eu un mot sur les suicides étudiants,
un vague mot de... Je sais plus ce qu'il avait dit. Il avait dit, oui, c'est vrai, il y a des suicides, mais bon, faut pas... Genre, vraiment, passons à autre chose, quoi. Comment les députés sont alarmés? T'as lu l'enquête de Mediapart sur le refuge? Non, mais ils étaient hier, David Perrotin et l'autre journaliste qui a fait l'enquête étaient hier dans Aller Libre pour en raconter les conclusions. Donc si vous voulez en savoir plus, regardez Aller Libre tous les jours, du lundi au jeudi sur Mediapart. Après, c'est vrai qu'on pourrait lire l'enquête aussi, parce que ça doit être une longue enquête. Ils ont passé plusieurs mois à faire ça. Il y a une 50aine de témoignages recueillis sur l'association Le Refuge et ces deux patrons là qui sont relativement problématiques, dirons-nous. Enfin, je sais que David Perrotin arrêtait pas de dire problématique. Tout était problématique. Plein de trucs qui étaient problématiques. Voilà. Bon, là, on a vu des flics problématiques. Maintenant, on va regarder des députés problématiques aussi. Le rapport de la commission d'enquête sur l'impact de l'épidémie sur les enfants et la jeunesse vient d'être voté. L'une de ses propositions est l'accès au RSA dès 18 ans. Perrotin bosse dessus depuis plusieurs années. Ouais, bah c'est ce qu'il a dit dans L'air libre, ouais. J'ai dit plusieurs mois, mais c'était peut-être plusieurs années, ouais. Merci, fils du Rhin. Bon, Mimi, tu descends? Que je puisse bosser tranquille. L'exécutif multiprise en cascade. L'exécutif multiplie les prises de parole dirigées vers la jeunesse qu'il semble percevoir comme un bloc unique homogène et branché en permanence sur les réseaux sociaux sur lesquels il s'adresse à eux. Alors c'est un article de Faiza Zerwala et Redija, comme vous connaissez peut-être maintenant parce qu'on l'avait reçu un soir en live, Redija, pour son enquête sur le McDo. Et Redija, ses sujets, c'est vraiment jeunesse, sociale et étudiant, voilà, ouais, jeunesse, sociale, étudiant, donc évidemment. Et Faiza, elle était la journaliste spécialisée éducation à Mediapart. Voilà. Alors je sais pas si elle est encore à l'éducation, je crois que oui. Multix. Or, il faudra plus que des discours et des interviews sur des radios branchées pour endiguer un fossé qui ne cesse de se creuser. Et Redija, c'est intéressant parce qu'elle a 24 ans. Elle est vraiment super jeune, donc elle est beaucoup moins déconnectée des trucs de jeunesse que je ne le suis moi-même, je le dois bien l'avouer. Après l'Observatoire des inégalités, c'est au tour de l'Assemblée nationale d'alerter sur l'impact désastreux du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse, et notamment les plus précaires. Pendant 4 mois, et après plus de 80 heures d'audition, les parlementaires ont publié mercredi 16 décembre un rapport de commission d'enquête long de près de 260 pages, portant plus de 80 propositions pour mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse. La commission est présidée par la députée LREM Sandrine Mörsch, aux côtés de, ou Morche, je sais pas si on dit le umlaut là, aux côtés de la rapporteuse PCF, Marie-Georges Buffet, l'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est Marie-Georges, il y a Marie-Georges. Et elle dit quoi, Marie-Georges? Oui, Marie-Georges, elle parle, c'est elle qui dit « Il faut que ces sujets trouvent leur place dans l'hémicycle. L'enfant et le jeune sont traités par rapport à l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, mais il n'y a pas de réflexion publique, de discours politique sur les enfants ou les jeunes en dehors de leur place à l'école, à l'université. C'est une urgence », assure la députée communiste auprès de Mediapart. Et c'est vrai que la seule réponse, on l'avait mis dans OLG quand on avait parlé de la précarité de la jeunesse et tout, la seule réponse de Castex, ça a été « On va aider les entreprises à recruter via des allègements de charges ». Et voilà, bon... Voilà, nul, c'est-à-dire la seule solution c'est l'emploi. Oui, mais il y a des jeunes là qui sont en études, ils sont peut-être encore en études pendant 4 ans. Alors ils leur filent 100 balles par-ci, 100 balles par-là, à la discrétion de eux, en fait. L'épidémie qui touche principalement les personnes âgées a eu aussi de fortes répercussions sur la santé des enfants et des jeunes, et en premier lieu les plus pauvres. C'est vrai qu'on a peu parlé des enfants. Les professeurs d'éducation physique et sportive, EPS, interrogés par les parlementaires, s'inquiètent des effets de la sédentarité sur leurs élèves et mettent en évidence une prise de masse corporelle graisseuse ainsi qu'une diminution de leur capacité physique chez les plus défavorisés d'entre eux. D'autre part, la fermeture des cantines scolaires a entraîné des frais, les familles ayant dû prendre en charge ces repas sans bénéficier des subventions qui constituent les tarifs sociaux, peut-on aussi lire dans le rapport. Ça c'est vrai, il y a eu une surcharge du coup du coût des repas. Non mais vraiment, hein, quand je disais ça sur Castex, c'est vraiment Castex, il a vraiment dit ça quoi. Enfin, c'est la seule réponse du gouvernement. Mais elle a dit pareil, merde, comment El Haïry. Enfin bon, bref.
Les parlementaires pointent aussi du doigt les lourdes conséquences en termes de santé mentale qu'ont eu les différents confinements et autres mesures de distanciation sociale. Le nombre de morts s'est égrené jour après jour, aussi dans les oreilles des enfants, s'inquiète la rapporteuse. La santé mentale n'est pas du tout prise en compte par les politiques publiques dans cette crise. Au conseil scientifique, les scientifiques! Il n'y a aucun représentant de la médecine psychiatrique ou psychologique. Ah ouais? Ah ça c'est grave. Bah ça coûtait rien quoi de mettre allez, 2 psychiatres, un psychologue dans le conseil scientifique quoi pour gérer confinement, déconfinement quoi. Ça coûtait pas grand chose quoi. Ainsi, le rapport voté à l'unanimité propose d'intégrer un pédopsychiatre et la défenseur des enfants au sein du conseil scientifique. Les décideurs, ça te va les décideurs? Il y a aussi la solitude des étudiants confinés dans leurs étroites chambres du Crous, ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez leurs parents parce qu'ils étaient étudiants étrangers ou ultramarins, et face à la détresse psychologique qu'ils sont nombreux à décrire, notamment auprès de Mediapart, les moyens restent trop faibles. Il faut multiplier la présence des psychologues dans les centres dédiés aux étudiants. C'est vrai à l'université, mais aussi au primaire et au secondaire, où la médecine scolaire est à l'abandon. Il y a les manques en termes de moyens financiers, mais pas que. Il y a aussi des postes non pourvus, parce que la profession, les salaires ne sont pas attractifs, ajoute encore Marie-Georges Buffet. C'est vrai qu'il vaut mieux ouvrir son petit cabinet de psychologue dans le centre-ville que d'aller faire psychologue scolaire. Voilà, donc du coup des postes non pourvus. Très bien, ça fait moins de dépenses. Donc on va pas augmenter pour rendre les postes attractifs. Au contraire, ça fait des économies pour l'éducation nationale, donc c'est très bien. Ainsi, parmi les 80 propositions du rapport, on retrouve le renforcement des moyens humains et matériels de l'ensemble des structures participant au dispositif de la santé universitaire, ça très bien, ainsi qu'une amélioration de l'attractivité des professions de santé scolaire, notamment en revalorisant les rémunérations et les carrières pour les médecins, infirmiers, assistants sociaux et psychologues scolaires, et en augmentant le nombre de postes ouverts. La commission parlementaire est revenue longuement sur la fermeture des établissements scolaires dès le 16 mars. Elle dresse de manière clinique la liste des dommages engendrés par le confinement, notamment sur le plan des inégalités. Une certitude a émergé lors de ce travail, plus que jamais l'absence d'école pendant plus de 2 mois, une césure sans précédent dans la scolarité des enfants, a démontré à quel point elle est importante dans la construction des enfants. La mission considère même que la fermeture des écoles est un puissant facteur de creusement des inégalités entre ceux qui en ont besoin et ceux qui en ont absolument besoin. En effet, les équipes pédagogiques ont dû composer avec l'absence d'équipement ou de connexion Internet chez les familles les plus précaires. D'après la Fédération des conseils des parents d'élèves, la FCPE, la proportion de foyers n'ayant pas accès à un ordinateur est de 10%. Et ceux qui ne disposent pas d'une connexion Internet qui fonctionne correctement est de 11%. Ceux-ci sont minoritaires mais non marginaux. Ça veut dire que sur une classe de 30 élèves, t'en as 3, quoi. 3 que t'as perdu, indique le rapport. Et encore, non, c'est pas vrai, parce qu'on prend une classe moyenne, mais en fait, il y a des classes dans lesquelles il y en a 10, et il y a des classes dans lesquelles il y en a 0. Ça va dépendre évidemment des zones. Les déserts numériques et les difficultés d'accès à Internet, notamment dans les territoires ruraux, sont aussi pointés par la mission. T'en as 6 ? Attends, sur 30%, sur 30, t'en as 3, 10%. Bah non, 3 c'est 10% de 30. Tu me fais douter, mais oui. Bref, la mission... Ah oui, voilà. Et sans compter que les outils fournis par l'éducation nationale n'ont pas été d'une efficacité à toute épreuve. Les serveurs sont apparus comme sous-dimensionnés, et les ENT, les espaces numériques de travail, également. Résultat, les enseignants ont dû faire preuve d'ingéniosité. Ils se sont tournés vers de nombreuses solutions différentes, parfois peu compatibles avec le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, note de la rédaction. La mission appelle à engager des mesures pour y remédier. La prise de conscience est réelle et le confinement a eu le mérite de faire faire un bond technologique à de nombreux enseignants, notamment ceux qui étaient jusque-là les plus éloignés du numérique. Elle propose de mieux former les enseignants au numérique et d'associer le secteur associatif pour aider les familles à s'initier à l'informatique. La mission incite le gouvernement à mettre à disposition du matériel dans les établissements scolaires. Bon, ça d'accord. Le confinement a toutefois, et c'est un point positif, révélé la force du lien entre les professeurs et les familles de leurs élèves. Est-ce que j'ai encore du café ou j'ai tout bu ? J'ai tout bu. Les premiers se sont adaptés en quelques jours à peine pour basculer vers l'enseignement à distance. Une solidarité forte, donc les premiers c'est qui ? C'est les professeurs. Donc les professeurs se sont adaptés en quelques jours à peine pour basculer vers l'enseignement à distance. Une solidarité forte s'est manifestée à cette occasion.
Sans formation particulière, nombre d'entre eux ont trouvé le ton juste et ont su entretenir un lien social et maintenir un lien professeur-élève, retrace la mission. Donc la mission ne tape pas sur les profs. Ils ont aussi dû gérer les situations sociales et financières parfois délicates des familles. La rapporteure Marie-Georges Buffet le raconte. Dans les hôtels sociaux, des femmes nous ont expliqué comment, avec leur portable, elles essayaient d'établir les liens nécessaires à la continuité pédagogique. Parfois, certains osaient dire à l'enseignant, au directeur, la situation dans laquelle se trouvait leur famille. Et en général, la réponse était tout à fait formidable, avec des professeurs qui venaient porter les devoirs, qui venaient voir les enfants, donc qui allaient au-delà de leur mission, si tu veux. Parce que parfois, ils sont aussi dans un ethos sacrificiel, si vous voulez. La rapporteure déplore la polémique qui a éclaté lorsque les médias ont estimé 4 à 5%, on en avait parlé dans les confinotes ou dans les déconfinotes. Dans les déconfinotes, la polémique lorsque les médias ont estimé que 4 à 5%, c'était un sujet de France 2, des enseignants avaient disparu des radars pendant la période. Elle condamne ces poussées démagogiques qui s'attaquent à l'ensemble d'une profession en se fondant sur des chiffres non étayés. La solidarité s'est aussi exprimée par le volontariat des enseignants, qui ont accueilli dans les écoles jusqu'à 115 000 enfants de soignants et autres professions prioritaires au cours du mois d'avril 2020. Le creusement des inégalités à l'école. Oui, il y a Dorian par exemple. As de pique, t'as suivi, toi. D'autres ont connu un basculement dans la pauvreté, et l'école est aussi parfois malheureusement le lieu où certains enfants mangent leur seul repas complet. Les parents qui avaient des boulots précaires, intérimaires, payés au noir, ont perdu leur travail, ça a impacté les enfants. Même constat pour les étudiants qui se sont retrouvés avec la bourse uniquement. Aller vivre avec 400 € en payant une chambre, les charges qui vont avec, la couverture sociale, les frais de nourriture scolaire, de fourniture scolaire. Beaucoup se retrouvent en difficulté pour se nourrir, rapporte aussi Marie-Georges Buffet. La reprise a été parfois chaotique pour les enfants en situation de handicap, hors Ulysse, les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Et plus encore pour les enfants autistes. Leur AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap, étant absent ou en arrêt de travail. Elle a aussi été inégale selon les endroits. En effet, sur un même bassin de vie, le département des Yvelines a ouvert 99% de ses écoles pour accueillir 19% des élèves, lorsque le département de Seine-Saint-Denis n'a pu ouvrir que 66% des écoles pour accueillir 9% des élèves. Les départements d'outre-mer n'ont que peu repris les enseignements dans les établissements jusqu'aux vacances estivales. La Martinique n'accueillait aucun élève le 28 avril et la Guadeloupe 2%. Les classes populaires ont été plus frileuses pour remettre leurs enfants à l'école, dans ce moment entre mai et juillet où celle-ci n'a pas été réellement obligatoire. La mission salue toutefois la mise en place de vacances apprenantes avec le dispositif École ouverte, et n'oubliez pas l'été apprenant et culturel de ce stream, qui se poursuit toute l'année finalement. Parce que j'ai pas changé les layouts. L'accueil de loisirs ainsi que les colonies de vacances. Donc ça, la mission dit que c'est bien. Elle appelle à pérenniser les crédits destinés aux colonies de vacances au sein du programme. La période de confinement a été un puissant facteur d'aggravation des inégalités scolaires. On avait parlé des inégalités sociales, donc l'accès au repas, l'accès, voilà. Maintenant, les inégalités scolaires. Le décrochage scolaire a été important. Des élèves ne répondaient pas aux sollicitations des professeurs. Selon le ministère, au collège, sur les 4 niveaux, environ 4,7% des élèves sont non répondants. Ce chiffre atteint 10,3% pour les sections d'enseignement général et professionnel adapté, donc les SEGPA. Dans les SEGPA, il y a 10% de décrocheurs, en lycée d'enseignement général et technologique. Le taux est de 3% en voie générale, de 6,6% en voie technologique. En lycée professionnel, 9,7% des élèves sont non répondants. Et voilà. Là encore, ces chiffres cachent de fortes disparités, explique le rapport. Une seule comparaison, présentée par Mostafa Fourard, recteur de l'Académie de Toulouse, qui était jusqu'en juillet 2020 recteur de l'Académie de Guadeloupe, l'illustre. À la Guadeloupe, nous avons perdu pratiquement 18% des élèves. C'est énorme. Pour Toulouse, c'est un peu moins de 5%. Donc vous voyez, chaque fois qu'on prend des moyennes, ça veut dire faut prendre en compte les disparités territoriales, ce que je vous disais un peu plus tôt. La mission propose de créer un observatoire national du décrochage scolaire auprès du ministre chargé de l'Éducation nationale. Sur le plan des résultats scolaires proprement dit, la situation est là aussi disparate. Malgré les efforts, les élèves les plus fragiles ont été ébranlés par le confinement. La mission déplore toutefois que la rentrée 2020 ait été présentée comme normale par le ministre, alors qu'elle ne l'est pas. Elle regrette que les programmes n'aient pas été adaptés et que la mise en œuvre de la réforme du baccalauréat et son organisation particulière n'ait pas été repoussée à l'année prochaine pour plus de sérénité. La mission insiste aussi sur le stress généré par la situation chez les enseignants, les élèves et les étudiants avec toutes les répercussions et le mal-être que cela engendre. Elle invite le gouvernement à prendre en compte cette dimension.
Dans son interview du 4 décembre accordée à Brut, Emmanuel Macron est revenu en longueur sur la crise sociale et économique qui arrive et qui touchera en premier les jeunes. Il a entre autres annoncé une nouvelle aide exceptionnelle pour les jeunes en situation de précarité ainsi qu'une amélioration des bourses du Crous. L'aide qui devrait être versée serait de 150 €, comme celle versée précédemment, une somme qui ne viendra pas éponger les nombreuses dettes que certains étudiants et jeunes travailleurs ont accumulées depuis le début de la crise. Ils doivent composer avec la solitude, les cours à distance, mais aussi avec la perte de leur job étudiant, qui a entraîné une grande précarité. Vous imaginez, il y en a qui doivent avoir des dettes de loyer. Vous imaginez l'angoisse que c'est les dettes de loyer? Les courriers de rappel, les machins? La peur que ça tape à la porte? Marie-Georges Buffet rapporte d'ailleurs l'unanimité des associations caritatives très inquiètes de voir débarquer de nouveaux bénéficiaires, jeunes et souvent étudiants. Ce sont pas 150 € accordés une fois qui vont résoudre le gouffre financier dans lequel certains étudiants sont, s'inquiète-t-elle. Ça c'est clair. Dans le rapport, la députée communiste souligne également la nécessité d'assurer que les crédits votés dans le cadre du plan Un jeune, une solution, notamment ceux ayant trait à la formation, à la garantie jeune et au dispositif PASSEA, parcours contractualisé d'accompagnement adapté vers l'emploi et l'autonomie, parviennent suffisamment tôt aux missions locales. Les parlementaires demandent aussi la clarification de la prise en charge de la couverture sociale des jeunes apprentis qui n'ont pas encore signé leur contrat avec une entreprise. Parmi les multiples propositions que met en avant le rapport, l'une d'entre elles ne manquera pas d'attirer l'attention de l'exécutif. L'accès au RSA dès 18 ans. Ça aussi, on en avait parlé dans le OLG sur l'angoisse tous les jours. On en avait parlé dans le OLG sur les jeunes. C'était le mec je crois que c'était le mec du Secours catholique ou de la Fondation l'Abbé Pierre, je sais plus, la Fondation Abbé Pierre, je crois, qui disait que ce truc-là de pas vouloir accorder le RSA aux moins de 25 ans, c'est idéologique. C'est complètement idéologique. Et Macron l'a répété à Brut, il dit non. Moi, je ne crois pas à ces solutions d'assistanat. Enfin, il a pas dit assistanat, mais c'était quasiment ça l'idée, quoi. Il faut encourager les jeunes à un retour vers l'emploi, un accès facilité vers l'emploi. Je ne crois pas que la solution ce soit de les mettre dans un régime d'aide qui va les maintenir dans une position de demande et de passivité, si vous voulez. Donc c'est idéologique, non, faut les pousser vers le boulot, même s'il y a moins de boulot. Ça a aucun sens, ça a vraiment aucun sens, c'est idéologique. Le dispositif n'est jusque-là accessible qu'aux adultes à partir de 25 ans, un non-sens pour la rapporteuse. Il y a une telle précarité chez les jeunes que le gouvernement ne pourra pas faire l'économie d'accorder le RSA à partir de 18 ans. Peut-être qu'ils l'appelleront autrement, mais ils seront dans l'obligation de le faire. Ou alors ça veut dire qu'on laisse beaucoup de jeunes partir dans la misère. Possiblement à la rue, possiblement vers la délinquance, possiblement vers le suicide, possiblement vers plein d'issues malheureuses. Ou même, j'ai envie de dire, des jeunes aussi qui vont retourner être une charge chez leurs parents. Qui sont peut-être eux-mêmes dans la difficulté, qui vont peser sur en fait tout le foyer, où les parents vont devoir les aider et demander eux-mêmes aux grands-parents s'ils peuvent pas. Enfin voilà, ça va tirer sur toute la chaîne. Et là, on parle d'enfants qui ont la chance d'avoir des solidarités familiales. C'est pas le cas de tous les enfants ou tous les étudiants. Le rapport de la commission, présidé par une députée de La République En Marche, a été voté à l'unanimité, alors même que le président écartait il y a peu toute hausse du RSA ou extension aux 18-25 ans. La commission qui porte ce rapport est composée de 29 députés, dont 14 membres LREM. Donc 14 membres LREM qui ont voté à l'unanimité ce rapport, qui préconise l'ouverture de l'accès au RSA, qui préconise l'accès au RSA pour les 18-25 ans. Ça veut dire qu'il y a des tensions dans la majorité sur ce sujet-là, quoi. Mais des gens qui sont juste pragmatiques, j'imagine. Enfin, ils doivent se vivre comme pragmatiques. Selon nos informations, le point de désaccord le plus fort entre les députés de la commission était justement l'accès au RSA dès 18 ans. Merci Rio04, qui a offert 6... Quoi, non? T'as offert des cadeaux? J'ai pas compris. 6 abonnements sur cette chaîne. Ah ouais, bravo, merci. Donc, bon, de leur côté, les députés LREM plaident plutôt pour l'extension de la garantie jeune. Bon, ils ont cependant tous voté le rapport dans lequel est inscrite l'extension du RSA dès la majorité, mais ils essaient de s'en tenir à des éléments de langage un peu plus LREM pour dire non, peut-être une extension de la garantie jeune, peut-être plus. Mais le rapport préconise plutôt l'extension de l'ouverture des droits au RSA. Dans son interview du 14 octobre accordée à TF1 et France 2, le chef de l'État a expliqué que cela ne favorise pas un retour à l'activité. Plus on augmente de manière unilatérale tous nos minima sociaux, on ne les rabaisse jamais après, plus on rend difficile le retour à l'activité. C'est ce que l'on a constaté, arguait alors le président.
Un « on » dont on se demande encore qui il englobe, puisque les associations de lutte contre la pauvreté, les travailleurs sociaux et aujourd'hui les députés semblent penser le contraire. Bah, il a un petit conseil des économistes là mais ils sont tous de droite. Donc évidemment que quand il dit les économistes, c'est mes copains économistes, et ses copains économistes sont tous de droite. Merci à Skilian. Le ruissellement des grandes fortunes, oui, on y croit. Bon. Voilà, quel enfer, vers quoi on se dirige, quoi. Vers quoi on se dirige? Donc là, on a lu, d'abord, les paroles de policiers, merci Arfan Geek. On a lu les paroles de policiers, c'était intéressant, on a lu ce truc sur la jeunesse, le rapport, de la commission parlementaire. Et on va s'attaquer maintenant aux 20 ans de la loi SRU. Vous connaissez ce dispositif selon lequel... Merci Urgence aussi pour ton 2e mois d'abonnement. Vous connaissez ce dispositif selon lequel les mairies sont obligées de payer, de financer d'avoir 20% de logements sociaux dans leur commune. Or, on sait qu'il y a un certain nombre de municipalités, notamment de droite, les villes les plus bourgeoises, les communes les plus bourgeoises, qui préfèrent payer les amendes que de se plier à cette règle des 20% de logements sociaux. Merci Darmi Bernia et Skeleten. Merci à vous deux. Mais voilà, il y en a pour qui il vaut mieux payer. Les je sais pas si on dit des amendes, les pénalités, enfin j'en sais rien. On va voir. De toute façon, cet article va faire le bilan sur la mixité sociale dans les villes et les logements sociaux. Cette semaine marque le 20e anniversaire de la loi SRU qui impose donc 20e anniversaire, on est en 2020, donc ça devait être pendant les années Jospin, évidemment, qui impose 20% de logements sociaux aux communes. S'il faut saluer la survie de cette mesure, c'est vrai qu'elle a pas sauté, alors qu'il y en avait qui auraient bien aimé, il s'avère impossible d'ignorer ses limites, flagrantes, en pleine crise sanitaire et sociale. Alors qu'un volet logement social était initialement prévu dans le projet de loi séparatisme, il a sauté. Bah oui, le répressif c'est tellement plus intéressant, c'est tellement plus sympa. Oui, on va faire le bilan calmement, vous en faites pas. Vous l'avez tous. Tant que l'offre dans les villes... donc c'est un article de qui? De Elena Berkaoui pour le Bondi Blog. Et donc publié sur Mediapart quand même, parce que Mediapart a des partenariats. Hier, on a lu un article de Mars Actu pour Mediapart. Mars Actu, publié sur Mediapart. Voilà, c'est les partenariats avec la presse indépendante. Tant que l'offre dans les villes qui ont peu de logements sociaux n'augmentera pas, on ne supprimera pas les ghettos. Soutenait Louis Besson, secrétaire d'État au logement, lors de l'examen de la loi SRU en 2000. 20 ans plus tard, donc l'idée de, il y a des ghettos, il y a en effet des villes dans lesquelles le logement est pas cher, et du coup tout le monde va là-bas, et du coup ça fait des ghettos, et des villes dans lesquelles le logement est très cher, tu peux pas y aller. Donc si on foutait 20% de logements pas chers, même dans toutes les villes, ça permettrait davantage de mixité sociale, vous voyez bien l'idée, et donc casser les ghettos, potentiellement. 20 ans plus tard, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, pose le même constat, et fait la même promesse dans une tribune publiée dans le JDD le 5 décembre. En finir avec les ghettos. Une envolée qui résonne comme un constat d'échec pour l'un des objectifs de cette loi, la mixité sociale. Promulguée le 13 décembre 2000, la loi SRU reste surtout connue pour son article 55, qui impose un nombre minimum de logements sociaux dans les communes de plus de 3500 habitants, ou 1500 en Île-de-France, et met à l'amende, donc c'est des amendes, met à l'amende les villes avec trop peu d'habitations à loyer réduit. L'exemple de Neuilly-sur-Seine, éminent ghetto de riches, est assez parlant, on y compte 6,4% de logements sociaux, quand dans le même département, à Gennevilliers, ce taux s'élève à 65,6%, donc eux, ils n'ont pas d'amende. Alors qu'un nouvel arrêté de carence devait être pris cette année par le préfet des Hauts-de-Seine, le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin, moins déterminé à violer la loi SRU que son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, donc Jean-Christophe Fromentin dénonce une situation scandaleuse auprès du Parisien et regrette que sa ville soit mise au pilori sans aucune explication sur les difficultés rencontrées par les villes pour construire des logements sociaux. D'après lui, il faudrait 2 milliards d'euros pour que sa ville rentre dans les clous de la loi SRU. Par ailleurs, et si ça coûte moins cher de payer les amendes, après, est-ce que c'est une ville très pauvre ? Je ne crois pas. Par ailleurs, la loi Duflot a, en 2013, renforcé le dispositif SRU en imposant aux villes des zones les plus tendues 25% de logements sociaux et non plus 20%. Par exemple, Lyon est une ville en tension locative. C'est-à-dire si je lâche mon appart, il y aura quelqu'un direct derrière, quoi.
Donc dans ces cas-là, c'est 25% de logements sociaux. Autre tour de vis, les villes doivent désormais répondre à un objectif qualitatif. Pour vulgariser, les catégories de logements sociaux se divisent en 3. Le très social, PLAI, le social intermédiaire, plus, et celui pour les ménages plus aisés, le PLS. Certains maires ne construisant que très peu de logements très sociaux, un quota de 30% de PLAI a été instauré et un autre plafonnant la construction de PLS également à 30%. Ah ouais, ils s'en sortaient en faisant des logements moyens sociaux, quoi. Ok, la municipalité en PLS. Au cours des 20 dernières années, c'est par des trésors d'ingéniosité que certaines mairies se sont illustrées pour contourner ou détourner l'esprit de la loi. De l'avis général, il s'agit pourtant d'une belle loi, de celle dont on a besoin pour faire vivre le mot égalité qui trône sur le fronton de nos mairies, selon le professeur agrégé de géographie Grégoire Fauconnier. Lui a fait sa thèse sur l'application du texte et publié un livre au titre sans équivoque, Loi SRU et mixité sociale, le vivre ensemble en échec. Enfin, il y a un point d'interrogation. Le vivre ensemble en échec ? Voilà. Édition Omniscience 2020. On a un bilan positif en matière de construction, mais décevant pour ce qui est de la mixité sociale, insiste-t-il. Selon la Fondation Abbé Pierre, le nombre de communes concernées par la loi SRU est passé de 728 au départ du dispositif à 1053 aujourd'hui. Cependant, Grégoire Fauconnier observe qu'une part très importante de ces logements sont en réalité des logements étudiants, des foyers de jeunes travailleurs, des EHPAD. Dans les Yvelines, où il a mené sa recherche, près de 40% des nouveaux logements sociaux sont des studios dans des structures collectives. Donc les EHPAD c'est une structure collective, les foyers de jeunes travailleurs, les logements étudiants. Dans certaines autres villes, comme à Villefranche-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, le taux de ce type de logement atteint 90%. Grégoire Fauconnier, donc c'est pas le parc de logements individuels, quoi. Grégoire Fauconnier pointe une stratégie délibérée des maires pour ne pas avoir de logements sociaux et souligne que l'absence de logement pour les foyers modestes a aussi pour effet de ne pas introduire de mixité sociale à l'école. Une étude de l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement observe même en 15 ans une hausse de la ségrégation sociale de 9% à l'échelle municipale. Ouais, donc ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas, ça ne suffit pas. D'autres phénomènes s'observent, comme la préférence communale, ici documentée par l'universitaire Fabien Desage. Lui a étudié l'attribution par les mairies des logements dans des communes résidentielles et pointe les limites d'une politique d'accès au logement social qui, en étant uniquement fondée sur des critères de revenus, autorise une multitude de discriminations invisibles. Les forces du marché sont plus fortes que la loi SRU, analyse quant à lui Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Un motif de satisfaction demeure, cependant, l'évolution des mentalités sur le logement social. À l'époque, les politiques mesurent bien les limites des grands ensembles où se concentrent les populations les plus vulnérables, créant ce qu'on appelle dans un langage plus châtié un phénomène de ségrégation socio-spatiale. Donc les grands ensembles, tout le monde a compris qu'il fallait arrêter les grands ensembles. Jean-Claude Guesseau, ministre communiste du gouvernement Jospin et élu Seine-Saint-Denis, fait face à une opposition féroce dans le cadre des débats autour de la loi SRU et de ses 20% de logements sociaux obligatoires. La droite d'alors refuse tout net. Elle avait d'ailleurs décousu une loi similaire datant de 91, subtilement nommée loi anti-ghetto, au gré d'une alternance. Les débats de l'époque révèlent une forme de racisme de classe, voire un racisme tout court. Cas sociaux, c'est le terme qui revenait à l'époque. Se souvient Jean-Claude Drian, professeur d'urbanisme à Paris. On va pas accueillir des cas sociaux, quoi. Les logements sociaux, en tant que tels, charrient tout un tas de stéréotypes, même s'il est déjà acté que le temps de la construction des grands ensembles est révolu. Pour Manuel Domergue, on a tout de même réussi à casser les clichés sur les logements sociaux et forcer la main aux communes réfractaires. Politiquement, il serait aujourd'hui difficile de revenir sur une loi entrée dans les mœurs, souligne-t-il aussi. Grégoire Fauconnier le rappelle, en 2008, Nicolas Sarkozy, farouche opposant à la loi SRU, a buté face au sénateur chiracien dans cette tentative. Aujourd'hui, la ministre en charge du logement, Emmanuelle Wargon, clame son attachement à la loi SRU, appelant à une application plus stricte et suscitant la colère de certains maires, comme David Linard à Cannes. Alors Cannes, oui, j'imagine que le maire, il est pas France Insoumise. Derrière les déclarations de la main sur le cœur, beaucoup de questions se posent néanmoins quant à la posture du gouvernement sur la question du logement social. Dans le cadre du projet de loi fourre-tout sur le séparatisme, devenu loi renforçant les principes républicains, Emmanuelle Wargon a essayé d'introduire un peu de social. L'exécutif envisageait une réforme de la loi SRU par voie d'ordonnance, mais suivant les réserves du Conseil d'État, ce volet est sorti du projet de loi. Et l'on peut s'en réjouir, tant cela aurait été stigmatisant pour les quartiers populaires. Voilà, je comprends pas exactement ce qu'ils avaient prévu dans leur loi. Sur la loi SRU, il faut rappeler que la loi Elan
donc ça c'est Cécile Duflot, la loi Elan, je crois, pour évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, est venue en novembre 2018 fragiliser ce totem législatif. Ah non, c'est pas Duflot, c'est 2018. Donc la loi Elan est venue fragiliser ce totem législatif. Les bailleurs sociaux désormais poussés à augmenter la vente de logements sociaux pourront comptabiliser les HLM vendus pendant 10 ans dans les quotas de la loi SRU. Et ce, même pour les communes carencées, si ça ne change pas les équilibres. Pour Manuel Domergue, qui s'est opposé à cet article, ça envoie tout de même un contre-signal aux communes carencées. Depuis le début du quinquennat, 2 lois majeures ont durement fragilisé le monde du logement social. La loi de finances pour 2008, qui quadrille le budget de l'État, et la loi Elan. La première inscrit la baisse des APL, une baisse compensée par les bailleurs sociaux à hauteur de 1,5 milliard d'euros pour la seule année 2018. C'est de Normandie la loi Elan, merci, c'était pas Duflot. D'autres coups de rabot sont prévus, comme sur les aides à la pierre. Et Action Logement, l'ancêtre du 1% au logement, devrait se voir ponctionner 1,5 milliard d'euros dans le cadre du budget pour 2021. Le tout mis bout à bout, il est quand même difficile d'y voir une politique volontariste en matière de logement social. Jean-Claude Drian alerte même sur une politique qui, à moyen ou long terme, serait irrémédiable pour le logement social et au-delà pour la capacité de notre société à garantir à tous des conditions de vie acceptables. Pour le fondateur de l'association Droit au logement, DAL, Jean-Baptiste Hérault, la loi est bonne dans son ensemble mais s'apparente aujourd'hui à un cache-misère de la dérégulation du marché de l'immobilier. Dans les zones tendues, comme à Paris, les politiques publiques tentent bien mollement de remédier à l'envolée des prix de l'immobilier avec notamment le plafonnement des loyers. Mais en regardant les 5 premières amendes, de 300 à 1090 euros pour les propriétaires, on ne sait plus trop bien si on doit rire ou pleurer. Si en 20 ans les ghettos n'ont pas disparu, un phénomène achève de bien se faire sentir, celui de la gentrification, qui repousse encore et encore les populations les plus pauvres en dehors des grandes métropoles. Finalement, c'est peut-être l'ancien porteur communiste de la loi SRU, Jean-Claude Guessot, qui le disait le mieux. La loi SRU vaudra surtout par l'application qui en sera faite et par la manière dont les acteurs, ceux qui font la ville au quotidien, l'utiliseront. 20 ans plus tard, la moitié des communes concernées par la loi SRU ne la respectent toujours pas, sans qu'elle soit forcément sanctionnée. Et on rappelle, donc, parmi ceux qui la respectent, il y en a qui contournent, qui utilisent, vous avez vu, il y a 2 façons de contourner pour pas avoir des logements sociaux vraiment sociaux. C'est de prendre les logements sociaux plutôt pour les classes moyennes, et de construire plutôt ce type-là, donc les logements PLS, ou alors de construire, par exemple, des logements étudiants. Et c'est vrai que les étudiants, même s'ils sont précaires, etc., on n'a pas affaire à ce que, à l'époque, la droite appelait les cassos. Voilà. C'est pas des cassos, les étudiants, c'est des étudiants, ils sont pauvres, c'est normal, mais ils sont bien élevés, la plupart du temps. Donc voilà comment on contourne et voilà comment on n'a rien réglé. Merci pour cet article, Elena Berkaoui. Merci pour cet article, Elena Berkaoui. On revient peut-être sur la une de Mediapart aujourd'hui, la une consacrée à l'héritage des printemps arabes 2010-2020. Moi, j'y connais pas grand-chose. Mais voilà, vous trouvez un article sur Tunisie, 3 jeunes se souviennent, l'esprit des révolutions arabes par Joseph Confavreux. Joseph Confavreux qui dirige le service ID à Mediapart, ID, essai, des révolutions qui se suivent et ne se ressemblent pas. Un petit bilan international, analyse par Nadia Leila Aïssaoui et Ziad Majed. Amélia veut révéler l'envers du porno en France par Lénaïque Bredou. C'est vrai qu'ils avaient déjà sorti des trucs sur Jackie et Michel et Marc Dorcel. Alors je sais plus si c'était, je crois que c'était sur Mediapart. C'était sur Mediapart, sur des affaires où le consentement n'était pas apparemment pleinement recueilli, dirons-nous. Donc aux États-Unis, une polémique immense fait vaciller. Ah bah là c'est Pornhub. Fait vaciller le géant du porno en ligne Pornhub. En France, une information judiciaire a été ouverte pour viol, proxénétisme aggravé et traite des êtres humains visant 2 producteurs. Donc ça c'est Jackie et Michel et Marc Dorcel. Mediapart a rencontré une des plaignantes, elle témoigne de ce qu'elle a vécu pour la première fois. Il y a un témoignage audio ? Ouais, il doit y avoir un témoignage audio. J'ai mis 4 ans à me... Ok, donc ça pareil, ça va être bien lourd à écouter. Et donc Lénaïque Bredou, qui s'occupe beaucoup et Valentino Berthier et Youmni Kezouf. Et Lénaïque Bredou, c'est celle qui s'était occupée notamment de l'affaire, donc qui maintenant est la gender editor de chez Mediapart. Oui, il y en a qui ont écouté. Ça fait tellement longtemps que c'est dénoncé, ça. Bah maintenant, c'est judiciarisé. Ce qui est du coup une grande première pour le coup chez nous. Gros trigger warning. Oui, gros trigger warning. Grosse ambiance aujourd'hui. Il y a quoi d'autre sur la une de Mediapart ?
Après la démission de Michel Rubirola à Marseille, c'est un rêve qui s'écroule. Ah ça, on l'avait pas lu hier. C'est pas celui-là qu'on a lu sur Benoît Payan hier. Et puis 2 magistrats portent plainte contre Éric Dupond-Moretti pour des histoires de conflits d'intérêts. Éric Dupond-Moretti avoue en catimini ses conflits d'intérêts. Le cache-cache fiscal du président du FC Nantes. Bon, moi je suis pas très foot, donc ça je connais pas trop. Attentat de janvier 2015, c'était le procès. Donc ça, c'est Karl Lasque qui nous fait un résumé du procès Charlie hyper caché. Voilà. Abonnez-vous à Mediapart aussi. Merci Gérard Lerard. Et Macron positif au Covid, évidemment. Et on va terminer, puisqu'on a le temps, il n'est que 15h et je suis là depuis à peine 14h, par ce long article pour Le Monde diplomatique de Christophe Gobi, Marseille en bataille. Alors je n'ai pas l'angle, je ne peux pas vous raconter l'angle a priori, par contre je vais aller faire un petit pissou, petite pause pipi, et puis je vous retrouve tout de suite après, puis je vais remplir ma bouteille d'eau, voilà c'est ça, bouteille d'eau, pause pipi, et je reviens avec ce dernier article qui devrait être un peu long, c'est toujours un peu long Le Monde Diplo, mais en général on apprend plein de trucs, voilà. Sur Marseille. Parce qu'on avait commencé un petit cycle Marseille hier, qu'on va essayer de poursuivre. Pause, vous savez ce que ça veut dire? Je sais pas, mais moi je vais faire une petite pause. Il est jamais allé aussi vite pour torcher 3 articles et finir par celui qui voulait. Non, on n'a pas torché les articles. C'est réconfortant ça, les pauses pipi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je fais bien ce que je veux! Merde, bon, je vous mets de la musique en attendant que je vais faire pipi. Allez, zou!
Bon, ça suffit. Très bien, oui, je me suis bien lavé les mains, je roulais ma clope, et ça, rassurez-vous, ça n'est que de l'eau. Vous voyez la transparence absolue de ce liquide, ce n'est que de l'eau, mais bon, c'est dans une bouteille de Grand Bécassier, Côte-du-Rhône. Bah, vous voyez, Côte-du-Rhône censé être rouge, donc c'est bien que c'est de l'eau. Je me fais pas de votre gueule. Je ne poivrote plus en live, c'est fini ça, c'est fini. De toute façon, ils vont nous retirer Twitch Things, donc ça ne sert plus à rien de poivroter en live. C'est de la vodka, mais non, mais arrêtez, je boirais pas ça comme ça si c'était de la vodka, vous me prenez pour qui là? Pourquoi il est pas encore sorti OLG? Il est sur Mediapart, il est disponible sur Vimeo. Si vous voulez, on le regarde ensemble après, voilà, ça va me détendre, voilà. Après l'article sur Marseille, on regardera le OLG interdit, censuré, qui est disponible uniquement sur Vimeo. À mon avis, il y a la moitié qui l'a pas vu ici, donc voilà. La vodka à 15h, ce serait violent, oui, bah oui, il me semble, oui. Donc on lit d'abord l'article. On lit d'abord l'article Marseille en bataille par Christophe Gobi pour Le Monde diplomatique. Sur je sais pas c'est sur quoi, mais je sais que c'est sur Marseille. Donc ça devrait nous suffire comme information. Alors, on appelait les habitants les Apaches en 1904, ça voulait dire la racaille. Le documentaire du journaliste Philippe Pujol commence par l'homélie du Père Vincent à Saint-Mauron, quartier du 3e arrondissement de Marseille, l'un des plus pauvres de France. Filmé à l'été 2019, cette approche d'une favela du centre-ville affirme que, pour sauver la jeunesse, il ne reste plus que 3 institutions. La paroisse, l'école et le service social. Merci Lucien Lanard, qui lâche régulièrement ses 100 bits. Censuré par Norman, hein, vous verrez, vous découvrirez. L'arrondissement a porté à sa tête un candidat du printemps marseillais, à gauche. Le portrait au vitriol de son adversaire se trouve comme celui de divers élus marchands de sommeil dans le livre enquête de Pujol, qui a rencontré un grand succès. Mais alors c'est quoi ce livre enquête de Pujol? Philippe Pujol, La chute du monstre, Marseille année 0. Ah, le monstre ça doit être Godin, j'imagine. Paru au Seuil, 19 € pour 288 pages, du même auteur, La fabrique du monstre, Les arènes, Paris 2016. Pour l'écologiste Michel Rubirola, nouvelle maire de la ville, dont on sait qu'elle a démissionné entre-temps, remplacée par Benoît Payan du PS. La nouvelle maire de la ville qui a évincé Martine Vassal, l'héritière de Jean-Claude Gaudin. Le 28 juin 2020, la tâche est ardue. D'ailleurs, elle a lâché l'affaire. Le syndicat Force Ouvrière, qui pégait l'ancienne mairie, n'est pas déstabilisé pour un sou. La ville est endettée. Les pistes cyclables finissent dans les murs. Ah bon, les pistes cyclables finissent dans des murs. Les toits des écoles laissent passer la pluie. Les punaises de lit prennent, pour changer, un abonnement à la bibliothèque. Les plages sont devenues privées, etc., etc. Ah putain, mais c'est horrible. Donc un point sur la situation sociale de Marseille. Sociale et politique, du coup. Salaud. Merci, French Hamburger. Et l'état du logement est connu. Marseille en guerre, annonce le journaliste Bruno Le Dantec. Marseille en guerre entre effondrement et coquilles vides, chez Vacarme en 2020. L'impossible gentrification du centre-ville, pauvre, populaire, relève de la vitrine. Et la Canebière, grande avenue du centre, est la ligne Maginot d'une guerre sourde, car les quartiers nord sont un territoire comanche qu'il faut tenir à distance. Donc Apache, Comanche, vraiment le vocabulaire quasiment colonial, quoi. C'est bizarre. La gestion de la ville entre les réseaux liés à monsieur Jean-Noël Guérini, donc ça c'était le socialiste qui avait été accusé de, bah tu vois, c'est marqué juste après, Jean-Noël Guérini, naguère président socialiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône, en attente d'un jugement pour prise illégale d'intérêt, mais toujours parlementaire, et le système Gaudin, qui suivait donc quelques principes: ne rien investir dans le public, laisser le parc immobilier se dégrader, et faire briller Marseille. Sauf que pour briller, les pénuries sont devenues une stratégie. Les effondrements de la rue d'Aubagne dans le quartier Noailles le 5 novembre 2018, vous vous en souvenez tous, ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, lequel se remplit depuis 25 ans. Payan est un bébé Guérini. Bah apparemment il y a une petite distance, il a marqué une distance avec Guérini, il est pas pris dans les affaires lui. Mais je sais qu'il a bossé avec Guérini par contre. Vanda qui nous dit j'ai vécu rue d'Aubagne 4 ans, putain. Le champ lexical des cow-boys, ouais mais c'est ça, mais les cow-boys face aux Indiens, mais tu vois c'est un truc colonial quoi.
C'est entre la place Jean Jaurès, qu'on appelle la Plaine, et Noailles, qui la jouxte, que se sont jouées les élections. Dans cette ville qui compte des centaines d'immeubles fermés, une partie des électeurs ont pris peur devant tant d'incompétence. L'adjoint à l'urbanisme se contentait de signer des mises en péril, tandis que la métropole lançait des chantiers tous azimuts, pour feindre de réaliser en 6 mois ce qu'on n'a pas fait en 25 ans, rappelle le Dantec. La Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine, la Soleam, chargée de la gentrification du centre-ville, érigeait un mur de 2,5 mètres de haut autour de la place Jean Jaurès pour pouvoir démarrer les travaux quelques jours avant les 8 morts de la rue d'Aubagne. Je connais pas trop Marseille, et j'avoue, là, ça m'a l'air chaud. La bataille de la Plaine, une fiction docu qui mêle la commune de Marseille à la lutte contre la disparition de son marché, raconte les années de lutte contre la requalification de la Plaine en village créatif, alors qu'elle est le fruit du départ du marché de gros en 1974, et de sa réoccupation par une frange marginale de la société, bikers, jeunes ouvriers sans argent, héroïnomanes, militants politiques. Économie de peu, idées libertaires, collectifs multiples, les murs sont devenus des espaces de création pour toutes les tribus urbaines. Vocabulaire bizarre, pareil, on revient aux tribus. Merci Zigoto, qui dit yop. Économie de peu et idées libertaires, collectifs multiples, les murs sont devenus des espaces de création pour toutes les tribus urbaines. 100 commerces futiles et 1000 bars alternatifs ont vu le jour, surtout la nuit. Hommage à la Plaine d'un de ses enfants, Manu Théron. Nous retournerons chanter aux tables contre ces bordilles, et là on relèvera, et la tête et les tables. C'est tout? Ah, c'était juste une petite recension des bouquins qui parlent de Marseille, putain, je voulais un article entier, moi. Ah, je pensais que ça allait être long. Bon, bah du coup, il y a une petite bibliographie, du coup, hein, si vous voulez en savoir plus, du coup, sur Marseille. La bibliographie, vous avez Philippe Pujol, Péril sur la ville. Bruno Le Dantec, Marseille en guerre entre effondrement et coquilles vides. La bataille de la Plaine chez Thomagnétique, de Thomagnétique. Marseille en résistance par Michel Peraldi, Michel Sanson. Nicolas Burlot, Sandra Hack et Thomas Hackenholtz, La bataille de la Plaine. Ouais. 75 minutes. Ah mais c'est un documentaire. Enfin voilà, d'accord, bon bah c'est tout. Bon. Très bien.